Mesdames, Messieurs, bonjour. Après le 2 décembre 1990, les Béninois pourraient retourner aux urnes dans les mois à venir pour un référendum. Suite logique du vote exprimé au Parlement le 5 juillet dernier à l'heure de l'amendement de la Constitution. Qu'il vous souvienne que la proposition a eu les 3 quarts requis pour être déclarée recevable et que c'est à l'étape des 4/5 nécessaires pour que la proposition soit adoptée qu'une minorité de 19 plus 1 a mis son veto. Depuis, un autre débat se fait, celui de la faisabilité d'un référendum avant les prochaines législatives, vu que certaines réformes proposées dans la copie au Parlement doivent être prises en compte pour ces législatives. Au Bénin, une loi qui organise le référendum existe. Et pour beaucoup, selon les dispositions de cette loi, impossible d'aller au référendum cette année dès qu'on entrera dans les 6 mois avant les prochaines législatives. Impossible aussi de toucher au texte qui organise les élections. Les députés du BMP, eux, veulent aller jusqu'au bout. S'il faut modifier la loi sur le référendum, ils sont prêts. Il paraît qu'une requête allant dans ce sens est déjà au Parlement. Quelles sont les marges de manœuvre pour atteindre cette ambition, cet objectif de retouche de la loi sur le référendum? Et quel est le regard qu'il porte sur cette initiative d'amendement de la Constitution du Bénin? Sa langue de bois reçoit ce matin, pour vous, Victor Prudent Tokpanou, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, maître de conférences en sciences politiques à l'Université d'Abon et Calavi. Victor Prudent Tokpanou, bonjour. Bonjour, ça peut aller maintenant et bienvenue. Merci. Sur Soleil FM, également sur Sika TV, puisque cette émission est disponible chez nos partenaires, notre partenaire Sika TV. Alors, Victor Prudent Tokpanou, vous avez suivi tout ce qui s'est passé au Parlement jusque-là. Pour vous, était-ce prévisible, cette issue qui renvoie au référendum? Mais écoutez, je pense que les gouvernants connaissent la règle de la révision de notre Constitution. Ils savaient quelles étaient les conditions de majorité qualifiée. À partir du moment où vous n'avez pas une majorité allant dans ce sens, vous n'engagez pas une procédure de révision constitutionnelle. Ils l'ont engagé, ce qui faisait penser qu'ils avaient la majorité. Surtout que c'était la deuxième fois. La première fois, c'était sous forme de projet. La deuxième fois, cette fois-ci, le 5 juillet, c'était sous forme de proposition. Ils savaient très bien, au moment où ils engageaient cette procédure, que si par extraordinaire, ils n'obtenaient pas les 4/5 pour lesquels ils étaient censés travailler avant même d'engager la procédure, ils auraient été contraints par le fait même de ne l'avoir pas obtenu à aller à un référendum. Et je veux dire, c'est tellement important que je considère que le sachant, il savait aussi le cadre juridique, légal en particulier, du recours au référendum dans notre pays. Ils savaient qu'il y avait des contraintes. Ils n'ont pris aucune disposition en amont pour les modifier. Et je trouve juste un peu déplorable, à la limite irresponsable, qu'ils veuillent s'engager maintenant, alors que le jeu a commencé depuis le vote du 5 juillet à l'Assemblée, à modifier la loi portant recours au référendum. Si jamais ils le faisaient, ce serait une forfaiture. Ce serait inadmissible. Et c'est pour ça qu'il m'est arrivé, en parlant de ça il y a quelque temps, de méthode de voyou. Vous ne modifiez pas les règles de jeu en cours de jeu. S'ils savaient qu'ils n'avaient pas tous les moyens en leur possession avant d'engager la procédure, il vaut mieux ne pas le faire. Dans beaucoup de pays, ça se passe comme ça. Lorsque le président de la République a un projet de révision, il essaye d'évaluer les forces en présence. Il se rend compte que soit il a la majorité qu'il lui faut pour y aller et il y va, ou il pense qu'il ne les a pas et il abandonne. Le dernier en date, tout le monde se souvient, loin de chez nous, à près de 6000 km d'ici, c'est-à-dire en France, sous François Hollande, il avait eu l'intention de modifier la Constitution, notamment sur des questions relativement sensibles sur le plan symbolique, la question de la déchéance, par exemple. Et lorsqu'il lui est arrivé de constater que les rapports de force à l'Assemblée nationale ne lui permettaient pas d'obtenir la majorité qualifiée pour aller à la révision, il s'est abstenu. C'est ainsi que ça fonctionne. Il n'y a
juste pas de raison que des gens, chez nous, qui sont quand même des gens d'expérience, parce que parmi les auteurs de la proposition de loi, il y a 4 anciens présidents, pour ne pas dire 3 plutôt, plus le président actuel. Il y a le président Mbedji, le président Amoussou, le président Idji, le président Nago. Je trouve que c'est quand même des gens qui connaissent relativement bien les rouages de notre système démocratique. Ils savaient très bien ce en quoi ils s'engageaient avant de s'y engager. Et c'est juste déplorable de constater que maintenant, ils s'empressent de vouloir réviser des règles sur lesquelles ils savaient très bien qu'ils devraient agir avant d'engager la procédure. Mais même si pas extraordinaire, il leur arrivait de modifier ce qui serait un acte de voyou, ce qui serait une forfaiture. Je pèse mes mots. Il ne leur sera pas possible de faire exécuter la proposition adoptée le 5 juillet, c'est-à-dire avant la modification du cadre du cadre légal, et aller au référendum sur la base du test qui aurait été adopté, ou en tout cas rejeté, c'est selon la formule utilisée le 5 juillet dernier. C'est-à-dire que même dans l'hypothèse où ils réviseraient les tests, parce qu'on a entendu parler un peu plus d'une quarantaine de députés qui demanderaient une session extraordinaire en vue d'aller à cela, même s'il le faisait, toute la procédure devrait être reprise. Avant, donc, puisque vous parlez déjà de procédure, jetons un coup d'œil, faisons un état des lieux de l'arsenal juridique qui existe aujourd'hui, qui organise le référendum. Là, sur le référendum, qu'est-ce qu'elle prévoit en la matière en temps normal? Écoutez, il y a d'abord l'article 3 de cette loi qui porte condition de recours au référendum. Cet article 3 est clair. Il dit le projet ou proposition de loi référendaire doit mentionner dans son intitulé son caractère de loi référendaire. Première chose, c'est que la loi qui a été adoptée ou qui a été débattue le jeudi 5 juillet ne porte pas expressément le titre ne mentionne pas expressément, ainsi que le dit l'article 3, le caractère de loi référendaire. C'était plutôt un projet de loi portant révision de la Constitution. Donc s'ils veulent un projet de loi sur lequel le peuple doit se présenter et doit se prononcer, il faut qu'ils retournent adopter une nouvelle loi très clairement intitulée loi à caractère référendaire sur la question. S'ils ne le font pas, le test qui a été adopté le 5 juillet dernier ne peut pas être soumis en l'état à référendum. Quand ils l'auront fait, est-ce qu'il faut prendre encore par l'étape des 3 quarts, obligé, des 4 cinquièmes? Obligé, parce que là, c'est à ce moment qu'on arrive à l'article 4. L'article 4 dit le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, peut prendre l'initiative du référendum sur toute question relative à, et on énonce 3 premiers points, et le 4e tiret dit très clairement tout projet ou proposition de révision de la Constitution voté à la majorité des 3 quarts des membres de l'Assemblée nationale. Donc il faudrait à ce moment-là qu'il y ait un test ou un projet ou une proposition qui soit adoptée à ce moment-là à la majorité des 3 quarts. Tant qu'on ne l'aura pas fait, il est évident qu'on se fourvoie. Donc, en temps normal, ce n'est pas cette copie qui devrait continuer pour aller au référendum. On doit introduire une autre copie. Absolument. J'ai suivi un député du bloc de la majorité parlementaire sur un organe de presse hier qui disait que les textes qui régissent le référendum en ce qui concerne la loi fondamentale de notre pays ne sont forcément pas les mêmes qui disposent de l'organisation d'un référendum en ce qui concerne une loi ordinaire. Et il disait que ce que disent les textes, c'est pour des lois ordinaires et que pour la constitution de notre pays, c'est une loi particulière qui impose des conditions particulières. Non, ils ne peuvent pas dire ça. Évidemment, je crois qu'ils participent de ce qui induisent le président de la République en erreur. Ça, c'est ma conviction. Cette lecture des choses n'est pas exacte. Dans notre Constitution, c'est en particulier l'article 155 qui a prévu la procédure de révision constitutionnelle. Elle a prévu 2 possibilités. La possibilité, c'est une voie parlementaire et la deuxième, c'est une voie référendaire. La voie parlementaire, c'est clair, la Constitution est claire là-dessus.
si le projet ou la proposition obtient une majorité de 4/5 à l'Assemblée nationale, c'est la voie parlementaire, ni plus ni moins, la révision est adoptée. La voie référendaire consiste à dire que s'ils ne peuvent pas le faire par voie parlementaire, ils peuvent très bien s'en référer au peuple. D'ailleurs, la philosophie derrière, c'est quoi? C'est de dire, je vous ai désigné comme mes représentants, je vous ai confié l'exécution d'une constitution, mais je vous autorise également, à condition que vous ayez un large consensus. Et c'est l'expression du large consensus qui s'exprime à travers les 4/5. Si la question fait consensus, il n'y a aucun problème. Vous retrouverez les moyens. Je vous donne les moyens de modifier directement l'Assemblée. Mais si par extraordinaire, la question devient une question suffisamment sensible, que vous n'arrivez pas à vous entendre entre vous là-bas, vous êtes obligé à ce moment-là de revenir me voir, le peuple souverain. C'est ça, en fait, l'expression. Et donc, il vous dit, là seulement, vous avez l'obligation d'adopter le test à 3/4, à une majorité de 3/4, et vous revenez me voir, je vais statuer, puisque c'est une question qui ne fait pas consensus. Parce que si elle le faisait, vous auriez obtenu très facilement les 4/5. Donc c'est ça la philosophie. À partir de ce moment-là, comment on organise ce référendum qui vient? Si par extraordinaire, vous ne vous entendez pas à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on a pris une loi en 2012. C'est vrai qu'on a même mis du temps. La Constitution date de 1990 et la loi organique portant recours au référendum qui est prévue par cette Constitution n'a été prise qu'en 2012. Et c'est à partir de ce moment-là que le test ou l'idée de référendum a été organisée. On n'a même pas dit loi organique organisant le référendum. On a dit portant recours au référendum. C'est-à-dire que avant même de recourir au référendum, il y a des conditions. Et parmi ces conditions, l'article 4 précise très clairement, en son alinéa 4, que tout projet ou proposition de révision de la Constitution votée à la majorité des 3/4 de l'Assemblée nationale peut faire l'objet de recours. Donc, aller dire autre chose au président de la République, c'est incontestablement l'induire en erreur. Parce que le seul test que nous avons et qui organise les conditions de recours, c'est bien cette loi 2011-27 du 18 janvier 2012. À partir de ce moment-là, je ne vois pas comment on peut aller chercher autre chose, toute autre explication. D'ailleurs, quand vous prenez le dernier test qui rentre en ligne de compte dans l'organisation du référendum, c'est-à-dire le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est également une loi organique, vous verrez très bien que les dispositions prévues pour le référendum, en tout cas pour le référendum constitutionnel, ne sont contenues, ne reprennent que les dispositions de la Constitution. Exclusivement, je crois, article 99-100, je crois. Mais en tout cas, il ne dit absolument rien de différent de ce que les articles 154 ou 155 disent dans la Constitution. À partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, ces mêmes députés, pour autant qu'il y ait un principe de continuité de l'État, viennent dire aujourd'hui au président de la République qu'il y aurait un cadre légal différent de celui prévu par cette loi-là. Je pense qu'ils sont en train de nous mener vers une situation particulièrement difficile, je dirais même dangereuse, et c'est pour ça que personne en dehors d'eux ne pourra les suivre dans cette voie. Autre chose que le caractère référendaire que doit porter cette proposition pour aller au référendum, est-ce ça seul qui bloque aujourd'hui? Si la proposition portait la mention de loi référendaire, est-ce qu'on pourrait continuer à l'état actuel des choses? Si le président veut, il peut toujours continuer. Mais à ce moment-là, il respecte les délais prévus par la loi organique. Et en termes de délai, il y a relativement un chemin à faire. Vous savez, par exemple, c'est l'article 7 qui prévoit que, à supposer que le président de la République convoque les électeurs, on est aujourd'hui le 10, je crois, hein? Non, le 15. On est aujourd'hui le 15. À supposer que demain, lundi 16 juillet, le président de la République prenne le décret de convocation des électeurs. Je parle bien de convocation. Ce n'est pas les préparatifs en amont. Le décret de préparation, le 16 juillet,
Le référendum, conformément à l'article 7, ne peut avoir lieu que le 16 novembre. 16 novembre. Entre-temps, c'est l'article 11 qui lui dit, non, plutôt l'article 10, qui lui dit qu'à partir du moment où le président convoque, à supposer que le président convoque lundi 16, il faut que la LEPI, qui est l'instrument, l'outil électoral sur la base duquel on va au référendum, puisse être affichée dès le 16 août, c'est-à-dire 3 mois avant le référendum. Donc, dès le 16 août, on doit avoir la LEPI. Or, tout le monde sait que précisément par le fait du régime en place, nous n'avons pas eu de LEPI actualisé. Pourquoi le régime en place? Le régime en place, c'est pas le Parlement, c'est le Parlement qui a refusé de satisfaire cette injonction de la Cour constitutionnelle d'alors. Vous savez, ça fait bientôt 30 ans de démocratie que nous avons, et les Béninois comprennent très bien que lorsqu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale, il soutient un président, le président devient de fait le leader moral de cette majorité. À l'Assemblée nationale, il y a une majorité de 60 députés, qu'on appelle le BMP, que le président de la République lui-même a eu le plaisir de vanter lors d'une interview sur TV5, qui était sa majorité. Le président l'a dit. Il a beau dire ça, non, mais la majorité est libre de prendre des options qui ne seraient pas forcément celles du président de la République. Bien sûr, sauf que nous sommes tous des observateurs, ça n'est pas encore arrivé. Mieux. L'un des auteurs de cette proposition de loi, le président Nago, qui est supposé relever du parlementaire, du législatif, vous savez qu'il est nommé depuis septembre 2017 facilitateur du président de la République, auprès du président de la République, pour la réalisation d'un des objectifs de développement durable, à savoir fin zéro. Comment pouvez-vous imaginer une espèce de séparation intrinsèque entre l'exécutif et le législatif, alors même que les leaders de cette majorité à l'Assemblée nationale sont en même temps et cumulativement des facilitateurs auprès du président de la République. Est-ce que des tests l'interdisent? Si, à partir du moment où ça dépasse 6 mois. Depuis 2017, septembre 2017, faites le calcul, ça fait plus de 6 mois. Le président Nago est dans une situation de violation flagrante des dispositions de l'article 364 du Code électoral qui organise le régime des incompatibilités des députés. À partir de ce moment-là, il n'est plus crédible de vouloir parler au nom du législatif. Quand il parle, on ne le voit qu'à travers le facilitateur du président de la République. Son mandat de député passe à partir de ce moment-là en seconde position. Et je veux dire, il a beau dire tout ce qu'il veut, il n'est plus crédible, il n'est plus audible. On sait que c'est une main du président qui exerce. C'est des choses qu'il faut éviter lorsqu'on veut aller sur le terrain de la crédibilité. C'est des notions essentiellement immatérielles. Et pour les réaliser, il faut donner des exemples, il faut donner une ligne de conduite. Et quand on les voit se comporter ainsi, le Béninois moyen, déjà même des gens comme nous, on a de moins en moins du mal à les croire, a fortiori le Béninois moyen qui n'a pas la capacité de discernement que nous avons. Nous qui sommes supposés être les élites. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, cette proposition n'a de nom que le fait que c'est des députés qui l'ont proposée. Mais comme le faisait remarquer très bien la dernière fois un député de la minorité parlementaire, aucun député de la minorité n'a signé la proposition de loi. Aucun. Ça aurait été encore plus élégant d'obtenir 2, qu'il y en ait au moins un qui le fasse, et ça permettrait de faciliter. Après, ils ont été contactés et ils ont eu des séances, on les a rassurés. J'ai entendu Valentin Denontin dire que oui, ils ont été reçus par Abimbola, par Ongwedi et par bien d'autres, pour être rassurés. Oui, ça veut dire quoi? C'est les mêmes qui nous disent, les mêmes députés qui nous ont dit, mais sans aucune retenue. Je pense par exemple à une émission publique sur une chaîne concurrente des députés Léon Rossi qui disait que c'est seulement quelques députés qu'ils ont tenté de débaucher. Ce qui est d'ailleurs l'expression d'une autre forme de malaise que je considère comme étant une faillite morale. Vous savez que l'année dernière, lorsque le président de la République a commencé son projet, on a eu le plus gros scandale moral de notre histoire. C'est la déclaration publique
de la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, la présidente Roselyne Tsoglo, qui a dit tout de go que le gouvernement a tenté de les corrompre, de les acheter. Sans pouvoir le prouver. Non, mais à ce moment-là, c'est pas... parole. Non, c'était pas ça le plus important. Vivement contesté. Non, c'était pas le plus important. Le plus important, c'était que à l'époque, on les menaçait de sanctions. Avec le recul, là, aucune sanction n'est tombée. À ce moment-là, ça voudra dire que ceux qui l'ont menacé sur le champ se sont rendus compte que c'était vrai. Dans ce cadre, vous savez, comme je dis souvent, la justice éthique n'est pas la même chose que la justice judiciaire et administrative. Quand on est sur le terrain de l'éthique, sur le terrain de la morale, et qu'on vous accuse de quelque chose, on ne demande pas à la personne d'apporter les preuves. On vous demande simplement si c'est vrai ou si c'est faux. Si c'est vrai, alors vous le porterez sur la conscience. C'est quand on est dans le cadre de la justice judiciaire traditionnelle qu'il faut apporter des preuves matérielles de ceci, de cela. Sur le plan éthique, c'est jamais la même chose. Il vaut mieux que ce qu'on vous reproche ne soit pas vrai. À ce moment-là, c'est à vous d'apporter la preuve que ça n'est pas vrai. La personne qui le dit, c'est quand même pas n'importe qui. C'est pas Madame Roselyne Tsoglo. Et comment voulez-vous qu'un an après, une nouvelle proposition allant un peu dans le même sens, dans le sens de la révision constitutionnelle, soit portée désormais par quelqu'un, entre autres, qui est nommé facilitateur, qui soit dit en passant, on n'a jamais vu encore depuis septembre 2017 publiquement aucune de ses activités, soit dit en passant. Mais, et c'est ce monsieur qui vient porter un projet, une proposition de loi de révision constitutionnelle, et vous ne vouliez pas qu'on fasse le lien entre les deux. À ce moment-là, moi je ne suis pas député. Mais un député, Léon Arrossi, a dit très clairement devant le public qu'ils ont essayé de débaucher. Je veux dire, c'est sur le plan éthique, c'est juste inacceptable. On parlait des conditions qui ne sont pas réunies, on parlait de la non-disponibilité de la LEPI, du fait des députés du BMP. Bien vous sûr. avez dit du fait du pouvoir en place. Oui, mais enfin, pour moi, leur leader naturel, charismatique, est justement le président de la République, c'est pour lui qu'il travaille. La LEPI qui doit être affichée 3 mois. 3 mois avant. Après. Donc, c'est-à-dire, oui, éventuellement, pas éventuellement, oui, éventuellement, si le président décidait de convoquer demain, lundi 16 juillet. Donc, il faudra que le 16 août, la liste soit prête. La liste ne pourra jamais être prête. Pourquoi? Mais parce que la LEPI vient juste d'être installée. On peut y mettre les moyens. C'est pas une question de moyens, c'est une question de temps. Il y a des délais légaux pour des opérations précises. Vous ne les violez pas simplement parce que vous vous retrouvez au pied du mur. C'est-à-dire que si jamais le BNP s'engage dans cette procédure de modification de la loi pour écourter les délais, ce serait vraiment un acte de voyou. C'est à ce moment-là qu'on appellera l'État du Bénin, un État voyou. Et ça, je ne suis pas sûr qu'un seul Béninois responsable veuille ça pour son pays. Mais, et c'est là où on rentre dans le dernier problème du délai. Lorsqu'on fait le lien avec ces deux délais, et surtout la finalité de la révision, puisqu'on sait très bien que finalement, la seule disposition importante de cette révision qu'il propose, c'est l'alignement des mandats. Les élections groupées. Les élections groupées, comme on le dit. À ce moment-là, ces élections groupées nécessitent au préalable des modifications du code électoral. Or, si on tient compte des délais que je viens de rappeler, c'est-à-dire si le président convoque le corps électoral demain, et que si qu'on fait les élections, le référendum, le 16 novembre, on rentre dans la zone des 6 mois avant les législatives. À ce moment-là, on rentre dans une autre violation, celle des conventions internationales, notamment la convention de la CEDEAO, qui nous fait obligation de ne pas modifier les textes portant élection dans une période de 6 mois avant les élections, sauf s'il y a un large consensus des acteurs concernés. Et donc à partir de ce moment-là, si on arrive en novembre, que les élections législatives sont prévues, si on tire trop, disons, mars-avril, on est toujours dans les délais, dans la période des 6 mois qu'on ne peut pas violer. Et je pense que récemment, lorsque l'Assemblée nationale a organisé un séminaire parlementaire justement sur la réforme du système partisan, l'un des
l'une des conditions que le bureau avait avancé, c'est qu'il fallait aller vite pour éviter de rentrer dans la zone des 6 mois avant les élections. C'était une préoccupation pour eux, légitime, et je pense qu'ils en ont conscience, et en conséquence, je pense qu'ils sont tenus par cela. L'autre chose qu'on évoque, c'est ce que le budget de l'État devrait déjà, à l'entame de l'année, prévoir l'organisation d'un référendum, et c'est au cours de la première session ordinaire de l'année au Parlement qu'il faudra le faire. Absolument. Au Parlement, la première session ordinaire est passée. De l'année. Il faut Donc, attendre. Il y a également cet élément technique de blocage qui fait que on ne peut pas le tenir dans le pire des cas. C'est-à-dire que moi, j'étais même prêt à penser qu'on peut renforcer un peu l'interprétation de cette disposition. On peut, c'est l'article 12 de la loi organique qui le dit. On peut encore penser que la première session ordinaire après le vote pourrait être la session budgétaire d'octobre. Ce serait limite. Mais encore, on peut le penser. Sauf que, même si on le faisait là, en octobre, les délais ne seront pas respectés. A fortiori, si on respecte la lettre de la disposition, c'est-à-dire la première session ordinaire de l'année, ça va en avril de l'année prochaine. Donc, normalement, c'est la prochaine législature qui devrait le faire. Je considère que même si on veut forcer cette interprétation, dans le meilleur des cas, on le fera à la session d'octobre, et en octobre, on sera déjà très proche de la zone des 3 mois, et même là, on va largement l'entamer, puisque ce n'est qu'après ce vote-là, maintenant, qu'on va convoquer le corps électoral. Et si on le fait seulement en octobre, on convoque le corps électoral, ça veut dire que l'élection n'aura lieu le référendum n'aura lieu qu'en avril. Donc je pense que quand on regarde toutes ces contraintes, il y a deux possibilités. La possibilité la plus honnête, être honnête avec le président de la République et lui rappeler que c'est infaisable. C'est pas la peine. Et la possibilité malhonnête, être parmi la cour du président, savoir qu'on y tire son intérêt, ses subsides quotidiennes. Et à ce moment-là, le pousser à forcer. Et en forçant, on le fait apparaître incontestablement comme le violateur le plus violent de notre Constitution et des lois subséquentes. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Dans mon esprit à moi, je reste convaincu que quand le président aura une interprétation froide de tout le texte, quand sera passée la colère d'un deuxième échec, je pense que le président prendra la décision la plus appropriée pour lui et pour le Bénin, à savoir ne pas courir le risque d'apparaître avant même le référendum comme quelqu'un qui aura violé toutes les procédures pour y arriver. Parce qu'à ce moment-là, ça sera comptabilisé dans la campagne pour le référendum, et je ne suis pas sûr que ce soit même positif pour lui. 2 défis donc à relever, toucher la loi sur le référendum et le code électoral avant d'entamer le délai de 6 mois qu'exigent les tests ratifiés à l'international, en tout cas, délai dans lequel il est impossible de toucher à des tests qui organisent des élections. Recommanderiez-vous alors aux députés du BMP d'abandonner l'initiative? Est-ce qu'on peut enclencher une procédure de révision de la Constitution, arriver à l'étape des 4/5e, échouer et être au point du référendum et dire nous n'allons plus au référendum? En tout cas, ce n'est pas à eux de le dire, le président de la République. Est-ce que le président de la République peut dire non, je ne convoque pas et le projet resterait là, la proposition resterait là? Oui, avec tout le développement que je viens de vous faire, le président de la République a la possibilité de leur dire non, je ne le fais pas. En leur rappelant par exemple que le projet qu'ils ont voté n'est pas un projet portant très clairement la mention loi référendaire. Bien. Que pour ça, il n'est pas sûr que ce soit utile de recommencer. Deuxièmement, le président de la République doit savoir, et il le sait très bien, que dans beaucoup de pays démocratiques, toutes les fois où on n'a pas la majorité qualifiée pour entreprendre une réforme, on ne la fait pas. On ne la fait que lorsqu'on a la capacité politique, juridique de la faire. Et là, il ne l'a pas. S'entêter sur les conseils de ces, disons, de ces obligés, disons les choses comme ça, pour ne pas être plus sévère, ce serait le conduire
dans une erreur qui risque de lui être fatale. Et donc, il arrive souvent en démocratie que les conseils les plus avisés ne vous viennent pas de votre propre camp, que venir de l'opposition. Et c'est en cela que j'ai aimé la boutade que faisait Léon Rossi la dernière fois, où il rappelait que finalement, les meilleurs conseillers du président de la République, ils sont dans l'opposition et non pas dans la majorité, parce qu'ils ont dit eux-mêmes que le président, en réalité, voulait aller au référendum pour que le peuple tranche, ce qui est totalement surréaliste. Mais enfin, si c'était le cas, on part de l'idée que les députés de la minorité ont donné au président de la République l'occasion d'aller à ce référendum. Sauf que si ça n'était réellement que ça, il aurait dû envoyer un bon projet de révision portant les mentions expressément prévues par la loi organique, et à ce moment-là, on n'aurait pas été dans la même situation juridique aujourd'hui. Donc je ne pense pas que même les députés qui continuent de faire le forcing sur les médias aient raison de le faire. Ils apparaissent bien souvent piteux aux yeux de nos compatriotes, parce que tout le monde sait que ce qu'ils font n'est pas sincère. Tout le monde le sait. Et en politique, il n'y a pas que les rapports de force juridiques, il n'y a pas que les rapports de force politiques. Il y a également un besoin d'éthique que de plus en plus le peuple béninois exige vis-à-vis de ses gouvernants. Et ça, je pense que ça leur échappe dans leur action. Puisque aujourd'hui, il y a les textes qui sont diversement interprétés, qui saisit-on dans ce cas pour être situé? Qui tranche? Le juge constitutionnel? À ce niveau-là, il n'a aucun rôle, le juge constitutionnel. Si, entre-temps, les députés estiment qu'à l'étape actuelle des choses, ils peuvent forcer, ils peuvent aller au référendum, et que d'autres disent non, c'est pas possible, et qu'il y a comme un conflit qui naît, qui appelle-t-on pour arbitrer, pour situer de la faisabilité du référendum en l'état? Mais à ce moment-là, effectivement, comme le prévoit la Constitution, toutes les fois où il y a un conflit entre les pouvoirs publics, effectivement, c'est le juge constitutionnel qui intervient. Mais il faut savoir qu'on en arrive là que lorsque réellement il y a un vrai conflit. Et pour l'instant, on ne l'a pas. Il n'y a que des interprétations à la télé, à la radio, de gens qui ont intérêt à le faire. Mais on verra si réellement la session extraordinaire était convoquée lors du jour, et si on en arrive effectivement à un vrai forcing, ce que j'appelle une vraie forfaiture de la part de cette majorité parlementaire, à ce moment-là, on verra le comportement de la Cour constitutionnelle. Je resterai peut-être dans la fiction en le disant. On a convoqué la session extraordinaire. Le processus est engagé. Qu'est-ce que les autres font? Ceux qui disent non, c'est pas possible, ils croisent les bras et puis ils les voient faire jusqu'au bout, puisque là, ce ne serait pas plus une minorité de blocage, à une majorité, ça passe. Est-ce que les autres de la minorité observent, voient faire jusqu'à ce qu'on aille au référendum, ou ils saisissent la Cour constitutionnelle pour dire attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer là et qui ne serait pas donc dans les règles de l'art? Écoutez, d'abord il faut dire à l'endroit de ceux qui pensent qu'il suffit d'une majorité de 50% plus 1 à l'Assemblée nationale pour modifier la loi portant conditions de recours au référendum, qu'ils ont tort. Ils ont tort parce que cette loi n'est pas une loi ordinaire. Ils n'ont qu'à s'en référer au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est une loi organique. Et il faut là aussi une majorité qualifiée pour changer une loi organique. C'est l'article 1er qui le dit de la loi. La présente loi organique détermine les conditions de recours au référendum en application de l'article 4 de la Constitution du 11 décembre 1940. Donc c'est une loi organique. Ce n'est pas une loi ordinaire. C'est vrai que la majorité qualifiée n'est pas aussi forte que la majorité des 4/5e pour réviser la Constitution, qui est la loi constitutionnelle, la loi suprême. Mais il n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas seulement une majorité simple de 50% plus 1. À partir de ce moment-là, si ils l'ont, et que la minorité parlementaire qui a le droit d'amendement, le droit qui a la possibilité de faire ce qu'on appelle une guérilla parlementaire, introduit un maximum de contestation sur les différents points qu'ils ont apportés. À supposer qu'ils aient fait tout ça et qu'ils n'y arrivent pas,
À ce moment-là, il reviendrait justement à la société civile et à la population de reprendre ses responsabilités. Nous sommes après tout dans une démocratie. Il ne faut jamais le perdre de vue. C'est la manifestation, c'est les sittings, c'est les moyens légaux qui sont conférés par la Constitution. La dernière fois, par exemple, vous l'avez vu, au même titre que l'année dernière d'ailleurs, il y a eu un sitting devant l'Assemblée nationale pendant le vote du 5 juillet. Donc, je pense qu'on ira incontestablement vers une pareille situation. C'est des moyens de protestation que peut réprimer le pouvoir public. Oui, mais à ce moment-là, on rentre dans les rapports de force politique. Si un pouvoir démocratique réprime systématiquement les manifestations de sa population, il y a incontestablement un dysfonctionnement quelque part qu'il faudra dénoncer. Est-ce qu'on ne voudrait pas mieux, dans ces conditions, recourir au juge constitutionnel et se soumettre à sa décision? Mais écoutez, c'est ça le vrai problème de la démocratie. La démocratie pose au-dessus de toutes les institutions le peuple. Au-dessus de toutes les institutions, il pose le peuple. Le juge peut rendre une décision qui arrange les protestataires, comme... Oui, par exemple, oui. Mais à ce moment-là, c'est toujours le peuple. Lorsque le peuple n'est pas satisfait, comment pouvez-vous empêcher un peuple en démocratie de protester, de dire qu'il n'est pas d'accord, alors que c'est ce même peuple qui vous a donné un mandat de représentation? Vous ne pouvez pas, c'est juste surréaliste. Et je n'y pense même pas, moi. Ceux qui portent la proposition sont aussi du peuple, représentent aussi... Oui, mais à ce moment-là, les rapports de force vont... Vous savez, comme je dis souvent aux gens, quand on parle du peuple, ce n'est pas les 10 millions de Béninois unis. Si c'est vraiment ça, aucun président n'aura été représentant du peuple. Ils ne sont jamais élus avec les 10 millions. Il y a une majorité parce que c'est les règles démocratiques. Et donc, c'est la même chose au niveau des contestations. Si vous n'arrivez pas à mobiliser à votre cause la majorité de votre population, y compris même des gens qui vous ont désigné, à ce moment-là, vous êtes obligé de vous soumettre à leur verdict. Quand on écoute quelques-uns, aujourd'hui, c'est comme s'ils attendent déjà le référendum. Ils attendent déjà le moment d'exprimer leur position face à cette proposition de loi. N'est-il pas déjà prêt, ce peuple, pour le référendum? Oui, mais ça, c'est le dernier recours. Si le peuple considère à un moment donné que malgré tous les messages qu'il a voulu envoyer, le pouvoir politique n'a pas voulu en tenir compte, il lui dira, ok, nous attendons, nous aviserons. C'est une belle formule du président de la République. Donc le peuple avisera à ce moment-là. Le peuple lui dit, il n'y a pas de problème. Tu connaissais le cadre juridique avant de t'engager? Oui ou non? Dis oui. Tu connaissais les exigences de la loi organique portant recours au référendum? Dis oui ou non? Dis oui. Malgré ça, alors que tu engages la procédure au niveau du Parlement, tu éprouves le besoin après de changer les règles. Parce que tu as une majorité mécanique que nous ne t'avons même pas encore donnée. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Les députés qui sont aujourd'hui avec le président Talon n'étaient pas avec lui au début, en 2016. Ce n'est pas une première fois qu'on observe ça. Non, non, mais c'est important. Sauf que par le passé, il n'y a pas eu de clash aussi violent entre le peuple et son président. C'est la première fois que nous avons une situation aussi ubuesque où le président de la République, à peine élu 6 mois ou 8 mois après, commence à être impopulaire de par ses actions. Il traîne l'impopularité depuis plus d'1 an maintenant. Bien. À partir de ce moment-là, je dis, le peuple, il prend ses responsabilités. Cette impopularité dont vous parlez, vous l'évaluez à l'aune de quoi? C'est vous qui trouvez qu'il est impopulaire, Patrice Talon? Oui, bien sûr. On peut aller à ce référendum comme on peut organiser une élection aujourd'hui et puis il s'en sortirait. Très bien. Là, c'est de la... Donc, oui, vous avez raison. Chacun voit la popularité ou l'impopularité à sa porte, en tout cas, selon sa... De ce point de vue-là, je ne vous dirai rien de plus. Et on attendra l'occasion de le démontrer. Tout simplement. Puisque la question que vous posez revient à dire qu'il n'y a pas eu d'élection. Et vous avez raison, il n'y a pas eu d'élection. Quand il y aura élection, que ce soit sous forme référendaire ou législative, à ce moment-là, on verra et on pourra se retrouver dans vos studios et savoir si la popularité, de quel côté était la popularité au moment où on parlait. Victor Topano, aujourd'hui, oui, ceux qui portent la proposition de loi portant amendement à la Constitution du Bénin disent qu'ils ont quand même des points qui sont pertinents. La question de la Cour des comptes, il faut intégrer dans la Constitution du Bénin que la peine de mort est désormais abolie, améliorer le taux de représentativité des femmes au niveau des institutions, avoir des élections groupées pour se faire des économies, n'est-ce pas des points qui sont des points essentiels? Vous voulez qu'on les prenne peut-être les uns après les autres? Allez-y. Vous savez, sur la question de la Cour des comptes,
C'est une question qui me préoccupe depuis plusieurs années. Ça fait quelques années qu'on en parle maintenant. Malheureusement, je ne suis pas sûr que nos députés se soient référés aux travaux de l'UEMOA qui demandaient cela. Si c'était référé aux travaux de l'UEMOA, ils auraient compris qu'on n'était pas forcément obligé d'instaurer une Cour des comptes. Quelle était la préoccupation de l'UEMOA? Tous les documents de travail sont encore là. Hein. Tous les documents sont encore là. Ce qui préoccupait l'UEMOA, c'était la fiabilité des comptes que les États lui transmettaient pour son travail. C'était la fiabilité. Et en réfléchissant à l'époque, ils se sont rendus compte que la plupart des pays concernés n'avaient que des chambres de comptes au sein des cours suprêmes. Et ils se sont dit, c'est peut-être là le problème. Ça veut dire ils ont subodoré que dans les chambres de comptes, les magistrats ou les juges des comptes n'avaient pas l'indépendance requise pour donner des résultats fiables. Soit parce qu'ils subissaient la pression du pouvoir politique, soit parce qu'ils n'avaient pas eux-mêmes le sentiment d'avoir une quelconque indépendance à exercer. C'était ça. Et à partir de ce moment-là, l'UEMOA a dit, peut-être que si on va vers la Cour des comptes, ce serait meilleur, parce que ça garantirait une plus grande indépendance des juges. C'était ça le travail. Il ne faut jamais perdre l'objectif de vue. Et c'est pour ça que moi je dis aux gens, est-ce que vous croyez réellement que c'est parce qu'au Togo ou parce qu'au Burkina, sous Blaise Compaoré, il y a une Cour des comptes, que les juges étaient réellement indépendants de leur pouvoir politique? Est-ce que le juge des comptes du Togo peut dire quelque chose qui soit contraire à la volonté du président Faure? Chacun s'affranchit de la tutelle selon sa morale, en quelque sorte. Non, là vous êtes dans l'idéal. Le président n'a pas lié le juge à lui. Vous savez très bien comment il n'a pas mis un gendarme derrière lui pour qu'il agisse dans son intérêt. Je suis d'accord. Sauf que je vous mets au défi. Allez au Togo, cherchez-moi à la Cour constitutionnelle cette fois-ci, pas à la Cour des comptes. À la Cour constitutionnelle du Togo, une seule décision qui condamne le gouvernement togolais. Vous n'en trouverez pas. C'est pareil sous comparé au Burkina Faso. Donc, la question n'était pas tant de savoir s'il fallait absolument une Cour des comptes. La question, c'était de savoir, est-ce que les juges, qu'ils soient à la Chambre des comptes ou qu'ils soient à la Cour des comptes, étaient réellement indépendants pour faire un travail objectif, fiable, que l'UEMOA... C'est le signe d'indépendance des juges et la création de la Cour des comptes, pourquoi ne pas le faire? Voilà. La question est là. Si vous répondez oui, alors on y va. Mais moi, je réponds que la problématique de l'indépendance du juge, qu'il soit juge judiciaire, qu'il soit juge administratif ou qu'il soit juge des comptes, n'est pas liée à la structure à l'intérieur de laquelle il travaille. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. C'est d'abord la problématique de l'indépendance du juge est une problématique individuelle. Un juge qui choisit d'être indépendant, qu'il soit dans une chambre ou qu'il soit dans une cour, il restera indépendant. Vous savez, en France, on parle de l'autorité judiciaire. On ne parle pas du pouvoir judiciaire. Et pourtant, le juge français a toujours surpris par sa capacité à être indépendant. Et donc, ce n'est pas une question de cour ou de chambre. C'est d'abord une question d'indépendance. Et c'est en cela que je dis, au niveau de chaque pays, la première question que le pouvoir politique devrait se poser, c'est de savoir si oui ou non, les juges de la Chambre des comptes ou de la Cour des comptes sont suffisamment indépendants pour donner des rapports fiables. C'est ça la question. Si le pouvoir politique lui-même répond par la négative, alors la première chose qu'il a à faire, c'est de travailler à plus d'indépendance de ce juge. Peu importe qu'il soit dans une chambre ou dans une cour. Peu importe. Vous savez toute la problématique de combat de l'UNAMAB dans ce pays avec le président Michel Adjaka et avant lui, ses successeurs et d'ailleurs ceux qui sont aujourd'hui là, qui savent très bien qu'il existe une Cour suprême et pourtant qui se battent encore et toujours pour plus d'indépendance du juge, y compris du juge de la Cour suprême. Donc, ce n'est pas une question de structure, c'est une question
individuelle de juges qui décident d'être indépendants ou de ne pas l'être. Après, on essaye de leur donner des conditions maximales de confort pour encourager cette prise de décision. Quand par exemple, ils sont inamovibles pour les juges du siège, ils se disent, bon, je n'ai rien à perdre. Donc, je peux être indépendant, je peux manifester mon indépendance. Ou alors, quand on s'assure qu'ils ont un salaire suffisant pour ne pas être tentés par les sirènes d'achat de conscience. Et donc, on essaie de les mettre à l'abri du besoin élémentaire. Mais vous avez beau faire tout ça. Si un juge décide de ne pas être indépendant, de se cacher dans son confort douillet, il ne le sera jamais. Et donc, le problème est beaucoup plus complexe que cela. Mais je considère que même lorsqu'on a fini ce débat, qui est plutôt d'ordre philosophique et politique, quand on a fini ça, il y a les considérations juridiques maintenant. Vous savez, j'ai lu un papier sur Robert Dossou, qui disait, selon lui, que de toute façon, venant d'une convention internationale, cela s'imposait, qu'il ne comprenait d'ailleurs pas que cette disposition fasse partie de la révision constitutionnelle. C'est une interprétation qu'on peut creuser. Mais en même temps, moi je considère que c'est une préoccupation suffisante en elle-même pour nécessiter, au cas où nous serons tous d'accord, sous réserve de ce que je viens de dire, que une petite modification sur la Cour des comptes aurait été largement suffisante et aurait fait l'unanimité. Parce que là, voyez-vous, la question de la Cour des comptes pose d'autres problèmes. Ça, c'est lui et moi qui nous le demandent. Mais demain, pourquoi pas sortir la chambre administrative de la Cour suprême? Tout a commencé par là. La Cour constitutionnelle d'aujourd'hui était une chambre. Ben voilà, vous vous souvenez très bien, sauf que ça n'est pas depuis 90, c'était antérieur à 1990. Dans le cadre de la Constitution actuelle qui date de 90, c'est les 3 chambres qui sont à la Cour suprême. Et on veut enlever une. Il n'en restera que 2. À ce moment-là, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Que la chambre administrative devienne un conseil d'État et que la chambre judiciaire devienne la Cour de cassation. Bon, je veux dire, ça pose des questions connexes. Et c'est en cela que j'étais tout à fait d'accord avec l'actuel président de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Diogbenou. Il y a quelques années, alors que je soutenais qu'en matière de révision constitutionnelle, il y a des questions techniques qui ne nécessitent même pas de débat, que l'on peut faire à l'Assemblée nationale tous les jours, mais qu'à côté des questions techniques, il y a des questions hautement politiques qui, elles, nécessitent nécessairement un débat public. Le professeur de Gounou m'avait répondu à l'époque qu'il n'était même pas d'accord avec moi de vouloir distinguer les révisions sous cette forme, et il soutenait à l'époque que le seul outil qui constitue le ciment entre tous les Béninois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, des différentes ethnies, c'est encore la Constitution. Et qu'en conséquence, même si on ne veut en modifier qu'une seule virgule, il faut que le peuple soit consulté. Parce que c'est l'élément qui cimente le peuple entier. À l'époque, j'avais trouvé cette position relativement extrémiste, un peu trop dure. Mais avec le recul, je me rends compte qu'il a raison. Et pourquoi aujourd'hui le pouvoir qu'il soutient se rend compte qu'aller consulter le peuple n'est pas une si bonne solution. Donc il faut aller. Il faut rester. Tout ce qui participe de la vitalité démocratique est bon à prendre. Tout. Même un débat référendaire, il est bon à prendre. Vous lui opposez son argument d'hier parce qu'aujourd'hui il se retrouve en position d'avoir devant lui ceux-là qui lui jettent en figure tout ce qu'il a dit par le passé. Ah ben non, de toute façon, vous savez, c'est aussi ça la vie publique. Vous n'êtes pas obligé de vous engager dans la vie publique. C'est un choix que l'on fait. Et quand on le fait, il y a des règles. La première des règles, c'est la constance. Et c'est en cela que j'ai dit que peut-être les acteurs politiques aujourd'hui n'évaluent pas la dimension éthique de plus en plus élevée dans les exigences démocratiques des Béninois. Ils
pensaient que, comme cela se faisait il y a 10 ans, 15 ans, vous pouvez tenir un propos la veille, faire le contraire le lendemain, sans que cela ne gêne personne et que personne ne vous dise quoi que ce soit. Aujourd'hui, le Béninois n'est plus comme ça. Et ne pas le voir venir vous expose à des surprises tellement désagréables parce qu'elles seront violentes. Les Béninois sont de plus en plus exigeants vis-à-vis d'une cohérence de leurs acteurs publics. Et je rappelle qu'on n'est jamais, personne n'a jamais été obligé de devenir un personnage public. Personne. Personne ne viendra chez vous vous dire vous devrez. Non. Vous ne le faites que parce que vous avez voulu vous mettre au service de ce peuple. Et avant de le faire, vous devrez connaître les exigences de ce peuple-là. Si vous ne les connaissez pas, ne vous y aventurez pas. Donc quand on lui rappelle aujourd'hui tout ce qu'il avait dit hier face à ce qu'il fait, qui est complètement contraire à ce qu'il disait, c'est de bonne guerre. C'est juste l'expression du peuple de ces nouvelles exigences. Donc, comme dirait l'autre, à bon entendeur, salut. Vous-même, vous êtes un journaliste, il se pourrait que demain, vous ayez envie de vous transformer en personnage public. Il faut d'abord bien informer des nouvelles exigences du peuple béninois, faute de quoi ça va se retourner contre vous, comme ça se retourne aujourd'hui contre le président Talon, qui lui aussi, sur beaucoup d'autres sujets, a dit des choses et dit aujourd'hui le contraire. C'est pas l'objet de l'émission. Seuls les imbéciles ne changent pas. C'est pas ce qu'on veut dire en disant ça. Voilà. Il faut être trop facile de prendre des formules génériques pour justifier des cas spécifiques. Quand on dit seul un imbécile ne change pas d'avis, ça ne veut pas dire que vous avez le droit sur des questions qui engagent l'avenir de tout un peuple de dire tout et son contraire en l'espace de 6 mois. C'est quand il s'agit d'une affaire individuelle et non pas d'une affaire qui engage le dessein collectif. À ce moment-là, cette phrase n'a plus sa raison d'être. Elle n'a pas été conçue pour ça. Nous serons en en dissertation et chacun portera ses arguments. Malheureusement, ce n'est pas le lieu. Voilà. Nous allons, professeur Victor Prudent Tokpa, nous permettre à nos auditeurs de commencer par intervenir dans cette émission. Les numéros pour être en direct avec nous, mesdames, messieurs, c'est le 64 44 02 44, 64 44 02 44, ou le 66 75 72 72, 66 75 72 72, avec la complicité de Mohamed Diamili et de Georges Bonon à la technique. Nous allons commencer par recevoir les auditeurs. Un tout premier en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. 64 44 02 44, bonjour. Monsieur, bonjour. Saturnin Diossou, c'est moi plutôt qui vous accueille ce matin. Vraiment, excusez-moi beaucoup, monsieur Saturnin Diossou. Vous êtes au 66? Oui, 64. Au 64. Votre nom, s'il vous plaît? Daniel Agossou. Daniel Agossou. Agbanou. Agbanou. Vous nous appelez d'où, monsieur Agbanou? Je suis au stade général Mathieu. De Cotonou, c'est mieux. Oui. Alors, votre préoccupation? Daniel Agbanou qui est parti, et pendant ce temps, je vais prier la régie. C'est difficile en situation de direct de le faire, de trouver de quoi noter quelque chose, donc permettre à notre invité de noter ce que les auditeurs lui diront, parce que en studio, pour le moment, on n'a pas... Il n'en a pas. Nous allons voir toujours au téléphone 64 44 02 44, 66 75 72 72 pour intervenir en direct dans cette émission Sa langue de bois. Je suis Saturnin Diossou. Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Appelez-moi monsieur Didioko Ignace. Ignace Didioko. Didioko, oui. Vous nous appelez d'où, monsieur Didioko? Oui, je vous appelle de Parakou. De Parakou. Oui. Monsieur Didioko, vous avez l'antenne. Monsieur Victor Prudent Tokpa pour la qualité de l'émission. Et je vous félicite également vous-même, le journaliste. J'ai une question, ou je dirais 2 questions à poser à l'invité. Une question, bon, je vais parler d'une digression, je vais sortir un peu de cadre. Je voulais demander à l'invité que le tableau de bord économique qui retrace les régies, l'ensemble des recettes que l'État avait à faire au cours d'un mois. Normalement, le mois qui suit, c'est que toute personne, vous et moi, nous pouvons y avoir accès
et voir comment notre économie est en train d'évoluer. Mais je vous dis, depuis mars 2017, je dis bien mars 2017, juste à l'heure où je vous parle, on a constaté au fait une opacité. Le gouvernement ne met plus à la disposition en fait, des citoyens le tableau de bord économique. Qu'est-ce que l'invité en pense? C'est pas le sujet du jour, M. Didioro. Oui. Ce n'est pas le sujet du jour, nous parlons du... Oui, ce n'est pas le sujet du jour, mais j'ai voulu que l'invité, au fait, puisqu'on parle de la Cour des comptes, tout ça, donc l'invité, au fait, qui s'intéresse, au fait... D'accord, M. Didioro, je vous prierai d'envoyer une deuxième question qui resterait plus dans ce cadre. On vous écoute alors pour votre deuxième question, si vous en avez. Il est parti, Ignace Didioro, qui nous appelait de Paracou. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est William Rondegla qui vous appelle depuis Glodigbe. Depuis Glodigbe. Monsieur Rondegla, vous avez l'antenne. Merci. Et bonjour à votre invité, monsieur Topano Victor. Oui, bonjour. D'accord. Monsieur Topano, à votre avis, est-ce que réellement, sans la modification de la Constitution, le président Patrice Talon ne réussira pas son mandat? Et pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas attendu, par exemple, la Cour des comptes avant d'arrêter et juger un député en fonction? Je veux parler de l'honorable Atao Renoko. 2. Faut-il forcément modifier la Constitution avant que les femmes ne soient en nombre impressionnant au Parlement? Et si chaque président de parti politique positionne une femme en tête de liste pour les prochaines législatives, n'aura-t-on pas assez de femmes à l'Assemblée nationale? Sinon, où est alors passé l'amour pour la femme que chantent tous les jours les députés de la majorité parlementaire? Et je dis courage aux députés de la minorité parlementaire pour leurs actions ces derniers temps. Je vous remercie. Merci à vous, William Rondegla. Quatrième auditeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Safirin Diassou. Oui, bonjour. Justin Nonayo depuis Douaporno. Vous avez l'antenne, monsieur Nonayo. Je salue, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur. Ok, moi, ma question, c'est de savoir, vous savez, quand le président Talon est arrivé au pouvoir en même temps, et il a demandé donc à la commission Djogbenou de faire des travaux pour la modification de la Constitution. Les travaux là se trouvent où aujourd'hui? Et si c'était exactement ces travaux-là qu'on avait envoyés à l'Assemblée, est-ce que notre Constitution ne serait déjà pas modifiée? Voilà ma question, je vous remercie. Merci à vous, Justin Nounagnaou. Nous allons continuer au téléphone. Un autre auditeur, bonjour. 66 75 72 72 ou le 64 44 02 44 pour intervenir dans cette émission. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Merci de diminuer le volume de votre poste récepteur dès que vous avez la ligne. Merci de diminuer le volume de votre poste récepteur. C'est déjà fait. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je m'appelle Dossouyovo Cyprien depuis Ouida. Cyprien Dossouyovo depuis Ouida. Oui, oui. Vous avez l'antenne, monsieur Dossouyovo. Je remercie monsieur l'ancien ministre d'avoir suivi le plateau. Ma question est celle-ci. Est-ce que c'est nécessairement qu'on doit réviser la constitution du Bénin avant d'évoluer? Faudrait pas-il faire l'évolution du pays avant de penser à ça? Le peuple maintenant, l'avis du peuple n'est pas la révision de la constitution. Je vous remercie. Cyprien Dossouyovo, j'ai l'impression que vous avez posé votre question et vous avez en même temps donné votre avis à propos. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous allez parler un peu plus fort, vous nous appelez du Bénin ou de l'extérieur? Du Bénin. Vous vous appelez comment? Monsieur Koudia Pierre. Koudia Pierre, qui nous appelle d'où? De Missérété. De Missérété. Oui. Vous avez l'antenne, monsieur Koudia. Merci beaucoup. Je salue le plateau Bonjour. et je salue Maître Panou. Je voudrais poser quelques questions. Parlez plus fort, monsieur Koudia. On vous entend faiblement. Oui. Merci beaucoup. Je voudrais poser quelques questions en tant que Béninois. Allez-y. Pourquoi les cadres numériques, c'est-à-dire les gens comme ça, ne peuvent pas se retrouver et s'entendre sur un point donné? C'est-à-dire, nous constatons que chaque fois que quelqu'un vient à une émission, que ce soit de la mouvance,
pas de l'opposition, parce qu'il le droit de son côté. Parce que c'est la même constitution, c'est le même peuple, c'est le même Bénin qui nous appartient. Secondo, je voudrais savoir, on parle des femmes, comme quelqu'un l'a proposé tout à l'heure, pour les partis politiques qui n'ont qu'à mettre en tête de liste les femmes. En tête de liste les femmes, on met assez de députés à l'Assemblée nationale. Pour ce qui concerne la Chambre des comptes, on parle des députés Martin Fou. Nous avons autant de députés parmi dans la mouvance qui sont des casseroles, qui craignent des casseroles, qui ont brûlé ce pays, qui ont mis ce pays à cet état. Ils sont là. Et c'est eux qui veulent nous donner des leçons aujourd'hui. Pour finir, le petit conseil que je voudrais donner au président de la République, il est allé une fois par cette histoire de commission de nous, il a essayé maintenant pas affilié partout. Ils ont ramené la loi et les gens n'ont pas voté à l'Assemblée. Alors le président n'a pas pensé autrement de cette histoire de référendum. Sinon, il serait un président qui tout le temps serait en violation de la loi, de cette même constitution qu'on veut changer. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Bonne journée, bon dimanche. Bon dimanche à vous aussi. Pierre Koudio qui nous appelait de Misérité encore, un auditeur en ligne. Bonjour. 64 44 02 44 66 75 72 72. Bonjour auditeur en ligne. C'est Daniel Agbanou qui revient. Daniel Agbanou. Voilà. Allez-y s'il vous plaît. Merci. Je salue le professeur Victor Topano. J'estime beaucoup sa dévotion pour l'explication à l'opinion publique. J'ai quelques questions pour vous, monsieur le professeur. La première, la représentation des femmes parlementaires, est-ce que c'est quelque chose qui est fatal? C'est pas quelque chose qui est simple comme nous parlons comme ça. Moi, selon moi, ce n'est pas selon leur fonctionnement, selon leur travail, il faut parler d'État ou est-ce que parlementaire comme député à l'Assemblée nationale, est-ce que ce n'est pas ça ne doit pas être au sein des partis politiques ou bien selon leur capacité ou bien selon leur capacité dans le rang je vais dire de la fièvre, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, la seconde question est la constitution béninoise. Vraiment, ça, c'est ce qui me fait peur au Bénin. Est-ce qu'il n'est pas temps de fermer cette page pour continuer le développement de notre pays? Monsieur le professeur, je vous remercie. Merci à vous. Un tout dernier auditeur à présent. Un tout dernier pour boucler cette partie interactive. Et le tout dernier, bonjour, votre poste récepteur, à qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? Il fait Alain Sessou. Alain Sessou qui nous appelle d'où? Oui. Vous nous appelez d'où, monsieur Sessou? Je vous appelle depuis Porto-Novo. Allez-y, monsieur Sessou. Bon, à propos de la question de révision de notre Constitution, qui nous est très chère en République du Bénin, on est tellement attachés et on suit très bien les événements, c'est qu'il y a une franche partie de nos députés à l'Assemblée qui sont en train de tendre des pièges au chef de l'État, qui bêtement est en train de tomber. Non, vous ne pouvez pas dire bêtement que le président de la République tombe dans un piège. Je vous en prie, vous parlez du président de la République, monsieur Sessou. Merci d'y mettre. Je vous dis que dès le début, c'est des gens qui avaient critiqué cette qualité d'homme à être au pouvoir. Et c'est ces personnes qui entourent encore le chef de l'État comme des conseillers. Après, ils vont dire que on vous avait dit, vous les populations, vous n'avez pas compris, vous avez voté pour eux, et voici là où nous en sommes. Votre question. Je n'ai pas voté pour lui. Votre question, monsieur Sessou. C'est vous qui l'avez amené. La question. Des pièges. Ils sont en train de tendre au chef de l'État. Et bêtement, il n'est pas entouré des gens bien indiqués. Monsieur Sessou, la question, s'il vous plaît, c'est quoi?
Votre question. Bon, la question est celle-ci. J'en ai que deux. Pour bien gérer un État qui avait déjà auparavant des chefs d'État qui ont pu succéder à cette république-là, même s'il faut aller à la Constitution, à la correction de notre Constitution, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de se mettre d'abord au travail avant d'associer les forces vives de ce peuple pour qu'on débatte sur les questions de cette correction de la Constitution? Puisque ça s'impose à nous, mais il faut la main du peuple, sinon ça ne marchera jamais. Et je suis en train de demander au professeur Tokpanou d'être serein et de toujours être prêt à nous éclaircir, puisque les gens veulent nous bobiner et nous emballer dans un clair sombre. Et ça ne passera jamais dans ce pays. Nous sommes dans l'ombre et on suit tout. Merci beaucoup. Finalement, c'est une seule question que vous avez posée. Merci à l'SSO. Nous revenons au studio. Professeur Victor Prudent Tokpanou, on a eu 8 intervenants, certains avec des questions, d'autres avec des avis. Je vous laisse l'opportunité d'apporter des éléments de réponse. Oui, je remercie les auditeurs de poser ces questions. Je pense qu'il y a dans les interventions d'au moins 3 ou 4 d'entre eux une question récurrente qui est celle-ci. Est-ce qu'on a besoin de réviser pour se développer? Voilà. Avant même d'aller plus loin dans la réflexion, je leur dis non. On n'a pas besoin de réviser pour développer. Notre constitution ne va jamais toucher c'est là où je vous disais dans un premier temps, avant d'aller plus loin dans les réflexions. Okay. Maintenant, je vais plus loin dans les réflexions. J'ai toujours distingué 3 types de révisions constitutionnelles. Il y a ce que j'appelle les révisions opportunistes, les révisions de crise et les révisions de confort. Les révisions opportunistes, c'est celles qui consistent à réviser des dispositions particulières qui permettent à un régime en place de se perpétuer au pouvoir. C'est ce qu'on a connu dans beaucoup de nos pays, en Afrique, et de ça, tout le monde est d'accord, on n'en veut plus. Depuis l'incident du Burkina Faso, j'appelle ça incident parce que le président Compaoré n'aurait jamais pensé que son peuple l'aurait amené à écourter son mandat. Voilà. Toutes les fois où vous vous faites des révisions opportunistes pour vous perpétuer au pouvoir, ça finit toujours comme ça s'est terminé au Burkina Faso. Le Bénin n'est pas dans ce cas. Ensuite, il y a les révisions de crise. Dans un pays qui explose, ou du moins en guerre civile, ou tout simplement une crise sociale majeure qui explose dans un pays et qui nécessite la révision de la Constitution pour résoudre cette crise-là, on procède automatiquement à la révision parce qu'elle s'impose pour sortir du conflit. L'exemple que je donne, le plus récent et qui est présent à l'esprit de tout le monde, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire du temps de Laurent Gbagbo. Lorsque la Constitution, en son article 35, disait que pour être candidat à l'élection présidentielle, il fallait être de père et de mère ivoirien, les Ivoiriens, en tout cas une certaine partie des Ivoiriens, notamment Ouattara, avec ses amis, ont entraîné le pays dans une guerre civile. Quand les interventions internationales ont eu lieu, que tout le monde a fini par identifier le nœud du problème, on a demandé au président Gbagbo de modifier cette disposition particulière pour permettre à Ouattara d'être candidat et que ce n'est qu'en faisant ça que la crise cette affaire d'ivoirité. Voilà, cette affaire d'ivoirité. Et donc, effectivement, Laurent Gbagbo a pris un décret-loi pour modifier cette disposition, ce qui a permis à Ouattara d'aller aux élections et effectivement, même s'il y a encore des soubresauts, la rébellion a pris fin, la guerre civile s'est arrêtée. Ça ne veut pas dire que la société ivoirienne vit désormais sans aucune crise. Aucune société ne vit sans crise, mais au moins, il y a eu une crise violente dont tout le monde a identifié l'origine comme étant cette disposition de l'article 35, et quand on l'a modifiée, effectivement, la crise s'est arrêtée. C'est ce qu'on appelle une révision de crise. Au Bénin, on n'est pas non plus dans le cadre d'une révision de crise. Donc, si on n'est pas dans le cadre d'une révision opportuniste,
ce n'est pas dans le cadre d'une révision de crise. Il ne reste que la troisième catégorie que j'appelle les révisions de confort. Autrement dit, on constate que la Constitution ne nous a absolument rien fait, que nous n'avons connu aucune crise de l'État, aucune crise du politique, du fait de la Constitution. Et depuis 1990, c'est le cas. Mais, on se dit qu'en révisant sur tel point ou tel point, on pourrait renforcer davantage notre démocratie. Et c'est cela que j'appelle la révision de confort. On peut créer de nouveaux droits aux citoyens, on peut améliorer tel aspect, renforcer telle disposition, etc., etc. Ça, c'est des révisions de confort. Mais le problème, c'est que toutes les fois où on s'engage dans une révision de confort, c'est particulièrement difficile parce que les gens n'éprouvant pas le besoin de la chose sont beaucoup plus difficiles à convaincre. Et c'est ce qui arrive au Bénin depuis plusieurs années. Nous sommes en permanence dans le cadre d'une révision de confort. Et parce qu'il s'agit de révision de confort, nous avons du mal à convaincre. Parce que tout le monde sait que sans cette révision de confort, nous avançons quand même. Le Bénin de 1990 n'est pas le même Bénin de 2018. Déjà, il n'était plus le même Bénin à la fin du premier mandat du président Soglo en 1996. Tout le monde sait, tout le monde lui reconnaît les exploits économiques qui avaient été faits. L'évolution en infrastructure de Kérékou, comme on aime le dire chez nous, Ayaï 1 et 2, tout le monde sait qu'on a eu beaucoup d'avancées. La seule chose qu'on demande au président Talon, c'est de poursuivre cette tradition, c'est d'avancer. Mais effectivement, les gens ne comprennent pas ce qui apparaît comme un acharnement à vouloir réviser la Constitution. 2 tentatives en moins d'1 an. Je crois 4 avril 2017, 4 avril 2017, 5 juillet de 2018, un peu plus d'1 an, 2 tentatives de révision, l'une par voie gouvernementale, l'autre par voie parlementaire. Ça pose un vrai problème. Les gens se disent, mais pourquoi cet acharnement à réviser? Et c'est en cela que nos compatriotes, évidemment, posent leurs questions. Est-ce que on a vraiment besoin de la modification de cette constitution pour faire la promotion des femmes? Les gens ne le comprennent pas. Les gens ne le comprennent pas. La réponse est effectivement non. Comme tout le monde le dit, je n'ai qu'à le répéter. Mais qu'est-ce que ça coûte aux différents partis qui sont à l'Assemblée aujourd'hui, qui pensent qu'il faut réviser? Qu'est-ce que ça leur coûte en réalité de mettre en tête de liste, de leur propre liste aux prochaines législatives des femmes? Ils ne le font pas. Et après, ils nous disent, oui, on veut modifier la Constitution pour qu'en plus de nous, on donne un bonus aux femmes. En fait, ils considèrent les femmes comme des bonus. Philosophiquement, ça pose un problème. Les femmes ne sont pas des bonus. Elles constituent plus de la moitié de la population. Et si elles créent les rapports de force à l'intérieur des partis, forcément, elles devront pouvoir prendre la tête des listes. Et donc, c'est là où, justement, comme je vous disais dans la première partie de l'émission, les acteurs publics ne prennent pas la mesure des exigences nouvelles des Béninois. Les Béninois ne comprennent plus ces choses-là. Ils sont très, 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 très à l'aise. Donc, c'est pareil pour les autres questions. Est-ce que on a besoin de réviser la Constitution pour vous voyez, cette question des femmes est revenue quasiment dans toutes les questions. Je pense que non. Et donc, je suis d'accord avec la plupart d'entre eux de dire que définitivement, parce qu'il s'agit de révision de confort, ça n'est pas obligatoire. C'est les révisions de crise qui sont les révisions obligatoires. Elles ne sont pas obligatoires. Et si elles ne sont pas obligatoires, et si vous n'arrivez pas à convaincre, à obtenir le consensus autour, ce n'est pas la peine d'insister. Le consensus, est-ce qu'il n'est pas parfois pris en otage par des considérations politiques? Oui, mais c'est aussi ça le consensus. Le consensus, c'est la capacité à convaincre des acteurs politiques de bords différents. Mais dans ce cas, on peut vous dire qu'il y a des acteurs qui ne veulent pas être convaincus. Non, quelles que soient les explications qu'on donne, ils veulent s'opposer pour s'opposer. Vous en connaissez un? Ils veulent s'opposer pour mettre en difficulté le pouvoir central ou ceux qui répondraient de ce pouvoir. À l'Assemblée nationale, le BNP donne l'exemple de la minorité qui dit que ça a été de l'opposition pour de l'opposition. Non, mais là où ils ne sont pas crédibles,
c'est que c'est les mêmes hier qui avaient dit non à des tentatives, à des propositions de révision faites par le régime précédent. Donc ils ne sont pas crédibles non plus. C'est les mêmes qui avaient juré la main sur la tête que le président Yahi ne devrait jamais réviser la Constitution. Donc c'est plutôt eux que les Béninois regardent. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des exigences nouvelles des Béninois, qui ne comprennent plus un certain nombre de comportements de la part de leurs acteurs. C'est les mêmes hier qui ont dit non, qui disent oui aujourd'hui. Alors on se dit pourquoi ils disent non hier et oui aujourd'hui. C'est juste pas crédible. Et donc je ne pense pas, je trouve que c'est trop facile. Et surtout, je ne cesserai pas de répéter l'exemple du président Nago, quoi. C'est-à-dire que tout le monde peut encore dire des choses, mais pas lui, le facilitateur. On va pas faire la fixation sur ce poste de facilitateur. Non, vous savez que de temps en temps, les débats s'illustrent par une cristallisation, comme vous dites, par une fixation sur des individus. Malheureusement, c'est toujours comme ça. Et c'est là le vrai problème aujourd'hui. C'est ce que j'ai eu l'occasion d'appeler en d'autres endroits la faillite morale de la classe politique. Et les Béninois observent tout ça. Regardez toutes les questions qui ont été posées, c'est ça. Est-ce qu'on a besoin de réviser pour se développer? Non. Est-ce que c'est à cause de la révision de la Constitution que le président Talon n'a pas réalisé les programmes d'infrastructure qu'il a promis depuis le lancement du PAG? Non. Est-ce que c'est à cause de la non-révision de la Constitution qu'il n'a pas voulu nommer plus de femmes dans son gouvernement? Non. Est-ce que on peut aligner à l'infini un certain nombre de questionnements légitimes de nos compatriotes qui ne sont pas nécessairement conditionnés par une révision constitutionnelle et qui ne sont pas faits? Voilà, on entend dire que les travaux vont commencer. Mais vous verrez qu'elles commenceront sans la révision constitutionnelle et qui viendra conforter nos compatriotes dans l'idée qu'on n'avait définitivement pas besoin de réviser la Constitution avant de lancer ces travaux. Et si jamais le président le fait, là maintenant, les gens se rendront davantage compte que la Constitution n'y est pour rien et que c'est un prétexte finalement. Parce que Professeur Victor Tokpanou, hier sous Yahi, on a dit non, il ne faut pas réviser. Des gens ont dit jamais, on le fera, on saura le faire. Aujourd'hui, d'autres s'opposent. Est-ce que demain, quand quelqu'un d'autre sera au pouvoir, on ne va pas s'enfermer dans ce cercle vicieux oui, mais c'est ce que je vous et ne jamais en sortir? C'est ce que je vous Ceux qui disent non, aujourd'hui peuvent être au pouvoir demain et dire bon, révisons, et ceux, parce qu'ils auront ceux d'aujourd'hui en face, ils vont leur dire non. Et les mêmes arguments reviendront. C'est ce que je vous explique. C'est précisément parce qu'on est dans le cadre de ce que j'appelle les révisions de confort. Faut-il alors donc attendre une crise? ne s'impose pas. Pour que tout le monde se rende compte que oui, il y a maintenant crise. C'est toujours comme ça. Pourquoi voulez-vous toucher à la Constitution qui ne vous a rien fait? Pourquoi? C'est à ce moment-là, vous, qui devrez convaincre tout le monde. La Constitution ne nous a rien fait collectivement. Et vous venez nous demander de la réviser. Il faudra convaincre. J'ai entendu des arguments tous aussi surprenants les uns que les autres. Et celui qui vient le plus régulièrement, c'est celui qui consiste à dire oui, la Constitution a 28 ans, il est temps de la réviser. Mais c'est quand même scandaleux de dire des choses comme ça un peu. C'est pas l'âge. On ne révise pas une Constitution à son âge. On ne dit pas oui, elle a 15 ans, il faut enfin réviser. Pourquoi? Si elle a pu tenir 28 ans, c'est parce qu'elle était bonne. Si elle était mauvaise, on l'aurait changée depuis. Mais c'est parce qu'elle n'est pas si mauvaise et qu'elle ne devrait pas empêcher qui que ce soit de travailler à la finalité suprême des gouvernants, à savoir le développement des populations. C'est pas la non-révision de la Constitution qui fait que on ne multiplie pas la construction des salles de classe. Pardon. C'est pas parce que la Constitution est en l'état que l'on ne peut pas faire un système de santé viable. Ce n'est pas la Constitution qui empêche les gens de travailler. Si en plus ils connaissaient l'article 98 de notre Constitution, c'est ce qui relève du domaine de la loi. C'est quasiment une page et demie de domaine. C'est-à-dire que tous les secteurs qui préoccupent les Béninois sont le fait de la loi. Tout. On n'a juste pas besoin de la modifier. Donc, comme je dis, la Constitution, c'est pas parce qu'elle avait 8 ans qu'il faut dire, bon, maintenant, elle a 28 ans, il faut qu'on la révise. C'est totalement scandaleux comme argument. Une révision s'impose. Une révision s'impose. Et toutes les fois qu'il s'agit de révision de confort, c'est encore plus difficile à faire passer. Vous imaginez, par exemple, qu'on dise, pardon, qu'au Bénin, pour être président de la République, il faut avoir 40 ans au moins, 70 ans au plus.
Et imaginez-vous qu'en 2021, on lance l'appel à la candidature et au terme des dépôts de candidature, on se rend compte que personne n'a entre 40 et 70 ans. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est ça une crise de la Constitution. À ce moment-là, on va être obligé de modifier cette disposition et tout le monde sera d'accord. Mais comme on ne risque pas d'arriver là demain, forcément la Constitution est très souple. Elle permet de s'adapter à plusieurs situations. Donc, faire une espèce d'acharnement à vouloir réviser, c'est ce que j'appelle par ailleurs la constitutionnite. C'est-à-dire ceux qui sont atteints de cette maladie qui consiste à vouloir absolument modifier la Constitution. Je pense que c'est plutôt préjudiciable pour la stabilité d'un pays. Nous sommes à la fin de cette émission. Ah oui? Déjà. Bon, très bien. Mais écoutez, moi je pense que si j'ai un appel à lancer au président de la République, même si je ne fais pas partie de ses amis politiques, mais en tant que citoyen très engagé dans le fonctionnement démocratique de notre pays. Il est difficile d'entendre cette voix de citoyen sans voir le côté politique. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais je voulais le rassurer que le principe démocratique voudrait nécessairement qu'il y ait une majorité et une minorité. Sauf à avoir une certaine conception de la démocratie, ce que les gens appellent la conception consensualiste de la démocratie. Non, ça n'existe pas. Dans une démocratie, où vous faites le choix de la démocratie et vous acceptez qu'il y ait une majorité et une minorité, à ce moment-là, ça vous oblige d'ailleurs à plus d'humilité, à accepter que du côté de l'opposition, même lorsqu'elle est ultra minoritaire à l'Assemblée nationale, il peut avoir des choses importantes qui sortent d'eux, que ce n'est pas seulement parce qu'ils sont de l'opposition qu'ils sont détestables, ils restent des Béninois et grâce à eux, nous avons une démocratie, faute de quoi nous irons vers une conception de la démocratie qui est totalement biaisée, qui ne sera même plus la démocratie. Certains parlent de dictature de développement ou autre. Et ce choix-là, si c'est ce choix-là, il faudrait que ce soit le peuple qui le fasse. Donc moi, je pense que, pour finir, de mon côté, de quelqu'un qui s'oppose démocratiquement à la politique du gouvernement, je pense que à bien prendre, à tout bien prendre, il vaut mieux qu'il abandonne le projet de réviser de référendum, parce que nous n'avons pas d'obligation de réviser et que sans la révision, il peut très très bien réaliser son programme. Et d'ailleurs, il le savait avant d'être élu. Je vous remercie. Merci à vous, professeur Victor Prudent Tokpanou. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques, vous êtes ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux. Vous nous avez apporté votre appréciation de l'actualité, surtout concernant l'amendement de la loi fondamentale de notre pays. On vous aura compris qu'en l'état des choses, selon vos explications, il n'est pas possible d'aller au référendum. Le faire, modifier la loi sur le référendum, serait modifier les règles du jeu en cours du jeu, ce que vous appelez méthode de voyou, ce que vous ne souhaitez pas voir. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro de 100 langues de bois. Mohamed Yamini et Georges Okponou ont assuré sa mise en onde. Je suis Saturnin Diosso. Un plaisir était pour moi d'être chez vous. Merci de nous avoir suivis. Téléchargez l'application Soleil FM et écoutez votre radio partout dans le monde. Soleil. Sur www.soleilfmbene.com, suivez l'actualité économique, nationale, internationale, sportive, culturelle et réécoutez les émissions que vous avez manquées sur des podcasts de Soleil FM. Soleil FM. www.soleilfmbene.com. Soleil FM, il est 10h30. Merci pour l'attention que vous accordez.